VooBank Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage des projets sur lesquels on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, peut-on encore innover avec de l'AI? Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la VooBank Hive. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jay Cauchy. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je crois que c'est ta première fois dans un podcast de la VooBank Hive. Ouais, première fois dans un podcast tout court, là, je dirais même. Ah ouais, fait que t'as même pas pris de bière en plus? Non, je suis allé avec de l'eau, je voulais justement là, être pleinement conscient de ce que je faisais. T'as bien fait. Aujourd'hui, j'ai invité un architecte pre-sale précisément. L'idée du podcast, c'est savoir, il y a plusieurs entreprises qui se disent j'aimerais savoir de l'IA ou j'aimerais ça innover. On parle souvent de transformation numérique. Plein de gros thèmes qui peut-être pas nécessairement évidents pour tout le monde. Fait que j'ai invité justement un architecte. Tu vas pouvoir expliquer un peu qu'est-ce que ça fait un architecte. Mais d'abord, je t'inviterai à te présenter à tout le monde pour savoir c'est quoi ton parcours. Puis, Ben oui, alors moi c'est Jérôme Cauchy, donc ça fait 5 ans que je suis chez VooBank. J'ai commencé comme architecte en projet, puis là ça fait 2 ans en fait que je suis architecte pre-sales chez VooBank. Avant ça, j'ai fait plusieurs projets en sérialisation puis en pharmaceutique là, dans mon passé. Là. Excellent. Puis, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça fait un peu un architecte? Ouais, un architecte, pre-sale en particulier, notre travail à nous, c'est d'aider le client à choisir le bon premier projet. C'est vraiment là où on va travailler, on va faire preuve d'expertise. Donc, notre but, c'est que le client, à la fin de nos rencontres, sache c'est quoi le bon premier projet, qu'est-ce qu'on va faire durant ce projet-là, quel problème on va régler, puis comment ça va coûter au bout du compte, puis quel sera le retour sur investissement. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous entendent, qui entendent parler de l'AI. Puis, une des questions que j'avais, c'est pourquoi faire de l'AI, pourquoi faire de la transformation numérique? Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, on a besoin de faire la transformation numérique puis de l'AI simplement parce que les compétiteurs le font. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qu'on entraîne. Souvent, là, on va dire on entraîne de l'IA. Puis, à l'image d'un être humain, plus tôt je commence à m'entraîner, meilleur je vais être dans le futur. Si je commence à m'entraîner plus tard que quelqu'un d'autre, je vais être en retard sur cette personne-là, puis ainsi de suite. Là. Si on compare, admettons, 2 athlètes internationaux qui voudraient atteindre le summum, s'il y en a un qui commence à s'entraîner à 10 ans, puis l'autre qui commence à s'entraîner à 15 ans, clairement, la personne la plus jeune a le plus de chances de gagner puis d'être la meilleure que l'autre personne qui a commencé en retard. Puis ce retard-là se rattrape difficilement. Donc, c'est important de commencer tôt à faire de l'IA, de commencer tôt à se numériser pour aller bâtir nos structures de données qui vont nous permettre d'avoir des algorithmes performants dans le futur. Et puis, d'après toi, est-ce qu'il est trop tard? Ou... Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais après, comme on dit, l'arbre, il fallait le planter il y a 10 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis, tu sais, souvent, les gens peuvent avoir un peu peur de l'IA. Là, c'est un peu inconnu. C'est un peu... c'est un clickbait. C'est un mot qui est très clickbait, mais ça peut rester obscur un peu pour les gens. Souvent, les gens ont peur de se faire remplacer par l'IA. Je ne sais pas, c'est quoi ton point de vue sur le sujet? Alors, mon point de vue sur le sujet, là, c'est que l'IA ne remplacera pas les gens. L'IA, ce qu'elle va faire, en fait, elle va remplacer les tâches que les gens font. Puis souvent, les tâches répétitives, les tâches qui sont éreintantes, les tâches qu'on aime le moins faire. Écrire un email, faire un compte-rendu de réunion, faire des minute meetings, là, tout ça, là, des choses qui sont pas nécessairement des pertes de temps, mais qui ne sont pas à valeur ajoutée pour ma compétence en tant qu'être humain. Ça, je vais pouvoir m'en libérer pour vraiment travailler sur là où je dois réfléchir, prendre des décisions. Puis en plus, l'IA va m'amener plus d'informations pour que je puisse prendre des meilleures décisions puis être encore plus efficace dans ce que je fais. Ouais, clairement. Puis en plus, on parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre. De ce que je voyais, c'est quoi? On parle de 300 000 et plus emplois vacants en ce moment au Québec, puis on planifie un genre de 1,4, 1,5 million de postes à combler dans les d'ici 2030. Exactement. Fait que c'est clairement pas que remplacer les tâches qui sont répétitives ou ennuyantes, c'est aussi remplacer carrément des postes qui sont pas comblés. Exactement, des postes qui sont pas comblés, puis des postes qui vont souvent après ça aussi mener à créer des emplois qui sont à plus grande valeur. Là. Donc, encore une fois, l'IA, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est avoir accès à l'information, être plus efficace, être plus performant dans ce qu'on fait.
Admettons que je suis une entreprise, je m'en viens voir Vauban, je me dis OK, faut que je me transforme. Je viens de t'écouter, là, puis je me dis ben c'est vrai, j'ai plusieurs processus qui sont pas. C'est pas idéal, c'est encore un peu manuel. Il y en a qui sont encore papier. J'ai déjà travaillé dans des endroits où c'était 100% papier. Une entreprise arrive, disons, imaginons 100% papier. Comment qu'on fait pour se rendre à l'IA? Puis est-ce que l'IA, c'est vraiment le bon outil nécessairement pour n'importe quelle entreprise? Ouais. Ben, pour commencer, là, déjà, la première chose qu'on va dire lorsqu'il y a des processus papier, c'est qu'il faut se débarrasser au plus vite des processus papier. Chaque information sur une feuille de papier qui n'est pas numérisée dans un système, c'est du temps perdu avec lequel, en fait, une donnée perdue avec laquelle on ne pourra pas entraîner notre intelligence artificielle. Fait que clairement, là, c'est de l'argent qu'on prend et qu'on jette aux poubelles à chaque fois qu'on a une feuille de papier qui a une donnée à l'intérieur qui n'est pas numérisée. Fait que ça, c'est sûr que la première chose qu'on va dire, c'est qu'il faut get rid of the paper. Débarrasse-toi de tout ton papier puis numérise tes processus. OK. Fait que, admettons qu'une fois on a fait ça, dans le fond, premier step, c'est le low-hanging fruit, dans le fond, là, c'est de dire OK, on a besoin de données. De toute façon, c'est absurde en 2024 d'avoir, je me souviens plus de la date. En 2024, c'est absurde d'avoir un système qui est basé sur du papier. On fait une première phase de transformation numérique, on numérise tout ça. Ensuite, on a créé un système qui est numérique. On a accès à des dashboards. On a fait un ERP. Peu importe ce qu'on a créé, on arrive à une deuxième étape qui est comme OK, là, j'ai encore des process à venir améliorer ou pour être meilleur, plus compétitif. Comment tu ferais pour déterminer quel projet va être le bon? Hein? Puis déjà, se débarrasser du papier, ça peut être une première étape, mais on peut la faire en même temps qu'on va faire les autres étapes subséquentes. Là. Donc, on peut le faire en parallèle. On a des projets déjà qui ont été faits comme ça. Mais la première chose à faire, là, c'est prendre un step back. Là. C'est arrêtons de dire comment je vais intégrer l'intelligence artificielle. Puis commençons par se dire où est-ce que je perds de l'argent, puis où est-ce que je fais de l'argent. Puis là-dedans, quels sont les problèmes que je peux résoudre dans ces endroits-là pour pouvoir perdre moins d'argent ou faire encore plus d'argent. C'est là qu'il faut commencer à repérer. Fait qu'on repère en premier lieu les bons problèmes qu'on veut régler. Puis là, une fois qu'on va avoir repéré ces problèmes-là, c'est là qu'on va pouvoir voir est-ce que là-dedans, il y a des problèmes qui peuvent être résolus par l'intelligence artificielle, par les algorithmes. Mais c'est important de ne pas focusser sur je veux de l'intelligence artificielle, mais plus je veux régler des problèmes, je veux faire du profit, je veux résoudre mes coûts. OK, je comprends. Fait que dans le fond, l'idée, c'est pas parce que t'es un marteau que tout est des clous, finalement. Là. On veut pas à tout prix utiliser de l'intelligence artificielle, mais utiliser le bon outil pour régler le bon problème. Exactement. Puis c'est pour ça qu'en d'ailleurs, Vauban a du BI, a du développement traditionnel, puis de l'IA. C'est qu'il y a plusieurs problèmes à résoudre, puis chacun de ces problèmes-là a besoin d'un outil différent. Pour déterminer toutes ces étapes-là, il y a un peu, on va emmener des idées, on va essayer de les placer possiblement en ordre de, je sais pas comment vous faites, d'importance ou de... Exact. En fait, ce qu'on commence par faire, c'est sortir le plus d'idées possible, le plus de problèmes qu'on veut résoudre. Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on va avoir résolu? Où est-ce qu'on fait beaucoup d'argent? Où est-ce qu'on perd beaucoup d'argent? Parce que c'est souvent là qu'on va aller trouver des projets les plus rentables. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a trouvé ces problèmes-là et ces objectifs-là, maintenant, le but, c'est de se bâtir une vision commune. Ensemble, on va regarder, est-ce que ce projet-là, il est complexe? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est très compliqué? Donc, on va sur ce qu'on appelle un Science Film Framework. Fait que c'est je sais pas si on n'a pas d'image, là, mais grosso modo, c'est 4 sections où on a des problèmes simples, des problèmes compliqués, des problèmes qui sont complexes, des problèmes chaotiques. Puis on va aller classer nos problèmes là-dessus pour que tout le monde s'entende sur le niveau d'expertise qui est nécessaire pour résoudre ce problème-là. OK, fait que je présume qu'on commence pas par les projets chaotiques ou les idées chaotiques. Non, exact. On va essayer de s'aligner sur ce qui est le plus simple en premier. Exactement. Là, on commence souvent par des projets soit qui sont simples, mais des fois, on peut aller chercher des problèmes complexes parce qu'il y a des problèmes complexes qui se règlent facilement par de l'IA, mais ça, c'est ce qu'on va regarder. Mais reste que souvent, on essaie de rester dans les projets les plus simples pour commencer parce qu'on veut avoir un succès un succès éclatant lors du premier projet d'IA. Oui, je comprends. Puis, tu sais, on va parler un peu du terme de ROI, le retour sur investissement, qui est comme par rapport au coût du projet. Est-ce que ça coûte cher un projet d'IA? Ou... Un projet d'IA, peu importe le coût, là, ça coûte pas cher. Là. Il y a des projets d'IA qui peuvent être très, très faciles à implanter. Ça peut être gratuit. Je peux utiliser ChatGPT.
Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Je suis en train d'utiliser de l'IA. Après, l'important, c'est pas de focusser sur combien ça va me coûter, mais bien combien ça va me rapporter. Un projet d'IA chez Vuban, en moyenne, ça a un ROI entre 1 et 3 ans maximum. Sinon, le projet, on ne le fera pas. Puis c'est justement la prochaine étape. Une fois qu'on a compris la complexité, ce qu'on va venir essayer de positionner, c'est les projets les uns par rapport aux autres au niveau de gain versus la complexité qu'on a déterminée pour voir quels sont les projets qui sont simples puis qui ont un gain énorme, qu'on appellerait des quick wins, qui serait un projet d'IA qui viendrait vraiment faire un ROI rapide puis impressionnant. Tu sais, tantôt on parlait, tu as parlé de la complexité qui peut être simple à chaotique. Quand c'est simple, c'est cool, on peut y aller, on veut faire ce projet-là, c'est simple, il y a un bon ROI, pourquoi ne pas embarquer dans le projet? Quand ça s'en vient un peu plus compliqué, comment on fait pour mitiger un peu les risques? Parce qu'à un certain moment, il y a des risques. Peut-être que, surtout en IA, on vient innover. On essaie de pousser des concepts. Peut-être que des fois, c'est pas nécessairement off-the-shelf ce qu'on va utiliser. Là, on rentre dans un peu l'exploration, la recherche. Comment on fait pour mitiger ces risques-là pour nos clients? Déjà, la majorité des projets d'IA, c'est des projets custom là, qu'on va venir vraiment bâtir à partir d'algorithmes qui peuvent déjà exister, mais on va venir faire des entraînements custom puis travailler de manière custom pour vraiment aller chercher un maximum d'efficacité. Puis oui, ça a un risque. Pour réduire ces risques-là, souvent, là, lorsqu'on a sélectionné le bon premier projet, après, ce qu'on veut faire, c'est des preuves de concept. Ça, c'est le moment crucial. L'objectif, c'est de prendre avec très peu de données puis avec un travail minimal, aller voir si on est capable de trouver des corrélations, aller voir si notre projet est faisable, puis si on est capable d'aller chercher un ROI intéressant avec ce projet-là. Cette première gate-là, souvent, est moins de 10% là, du budget entier du projet, puis nous permet après ça d'aller avoir des certitudes puis de s'assurer que le projet va être bénéfique pour l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive si pendant la POC, on réalise que OK, ça ne va pas fonctionner, on avait une trop grande vision, puis finalement, on n'est pas rendu là de point de vue technologique? L'important, c'est de jamais être en amour avec les projets d'IA. Là. Il y a un projet d'IA pour la compagnie, il va en avoir qui vont fonctionner. Quand le timing va être bon, des fois c'est maintenant, des fois c'est pas tout de suite, mais c'est important de tuer un projet rapidement. C'est pour ça que la méthodologie qu'on utilise lorsqu'on dit voici la complexité, c'est trop complexe, on tue le projet. Voici les gains, il n'y a pas assez de gains, on tue le projet. On fait une POC, c'est pas encore assez efficace ou on a encore des risques qu'on n'est pas prêt à assumer, on tue le projet, on passe au prochain. Plus on tue rapidement, plus on va être capable de s'assurer de minimiser les investissements financiers, puis d'après ça, d'aller chercher le maximum de gains avec le bon projet. Peux-tu nous donner des exemples? Là? Je te prends peut-être un peu à brûle-pourpoint de projets qu'on a fait, des réussites un peu, puis nous parler du processus. C'était quoi les idées qu'on sortait au début dans justement avant la preuve de concept, dans comment on dit ça, le sprint. Le design sprint, sprint puis le sprint d'innovation. Ouais, sprint innovation, exactement. J'ai oublié les termes. Là. Ouais. Mais est-ce que tu as un exemple en tête d'un projet qu'on a réussi? Puis c'était quoi les idées de départ? Ça a été quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on a livré? Les idées de départ, des fois, ils sont vraiment très disparates. Là. En fait, on avait des projets où l'objectif, c'était... en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'automatiser puis d'optimiser la répartition des grues puis des grutiers pour une compagnie de location de machinerie lourde. Puis les idées qu'il y avait au départ étaient vraiment multiples. On avait des idées d'aller optimiser les ventes, d'aller travailler dans la facturation, d'aller faire des projets plus au niveau de la maintenance prédictive. Puis toutes ces idées-là sortent. Puis après, c'est vraiment lorsqu'on bâtit notre histoire puis qu'on regarde notre roadmap, quelles sont les idées qui vont être les plus rentables pour la compagnie qu'on va venir couper. Puis finalement, d'ailleurs, il y a plusieurs projets qui ont été faits comme des projets satellites autour de ce projet-là. Mais la grosse réussite, c'est ça, c'est de pouvoir après ça aller automatiser une répartition qui est le processus clé de l'entreprise, là où on fait le plus d'argent. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, la répartition, ça a été fait avec de la recherche opérationnelle et des modélisations qui sont pré-IA. C'est des types de modèles qui existent depuis 30 ans, mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper performant pour arriver à des résultats satisfaisants. Depuis tantôt, on parle d'IA. Je présume que tu n'as pas une formation en IA, puis que les architectes ou les gens aux ventes n'ont pas nécessairement une formation. Vous avez une bonne connaissance générale, vous savez c'est quoi les outils utilisés, puis qu'est-ce qu'on utilise quand. À partir de quel moment vous avez besoin d'aller chercher des experts pour venir vous aider dans le processus?
Le premier processus de choix du bon projet, on n'a pas besoin d'avoir une énorme connaissance technique, puis même qu'on ne veut pas tomber dans le technique. Fait que tout ce qui est choisir le bon premier projet, c'est plus de l'intelligence d'affaires qu'on vient faire. On vient comprendre les processus, on vient comprendre là où il y a le plus de gains à faire, là où il y a le plus de coûts à couper. Puis ça, c'est un processus qu'on va faire vraiment plus high level. Une fois que le premier bon problème / projet à faire est sélectionné, c'est là où les experts vont rentrer en ligne de compte. Parce que là, maintenant, ce qu'on veut, c'est aller préciser comment on va aller faire ce projet-là. Entre autres, par une preuve de concept pour dérisquer, mais après aussi pour aller scoper vraiment tous les modules qu'on va avoir besoin de faire, quel type d'algorithme on va utiliser, quel gain on va aller chercher au maximum. Donc, tout ça ici, on va avoir besoin d'un expert qui va guider la compagnie là-dedans. Fait que ces experts-là vont venir nous aider à faire au final une évaluation des coûts. Là. Comment ça va coûter réellement le projet. Exact. Ça va être quoi le ROI, ça va être quoi les différents morceaux, les livrables. Tout ce qu'on va faire finalement. Exactement. Puis en plus de ça, va venir aussi coacher les clients pour qu'ils comprennent les forces, les limitations, qu'est-ce que ça va faire exactement, comment ça va le faire pour que ces personnes-là commencent à se faire la main. Parce que l'objectif à la fin, c'est que les gens soient autonomes avec cet algorithme-là. Donc on commence dès la pre-sales à former les gens pour s'assurer qu'il y a une bonne connaissance de ces projets-là. Fait que là, imaginons, on a un nouveau client, il est arrivé, il a passé au travers les différents processus du sprint design, sprint innovation. On y a fait un plan de projet, on a fait une POC, on a fait un plan de projet. Puis là, demain matin, le projet start. À quoi il peut s'attendre le client comme expérience? Tout commence par structurer les données. Ça, c'est extrêmement important. Commencer à comprendre. Donc, les experts en IA vont jouer avec les données, vont comprendre les données, vont commencer aussi à sortir des analyses de KPI, de performance actuelle. Parce que c'est extrêmement important dans un projet d'IA. Là, on a sélectionné un projet, on a déterminé un ROI. Mais là, maintenant, il faut mesurer notre performance de ce projet-là. Puis la première étape d'un projet d'IA, c'est vraiment d'aller dire quels seront nos KPI, sur quoi on va se baser, quelle est la donnée de départ, puis le comparatif de départ qu'on doit battre pour aller chercher notre ROI puis justifier notre investissement. Avec le client, souvent en plus, à cette étape-là, c'est une étape un peu exploratoire. Puis on peut même aller jusqu'à découvrir d'autres projets, découvrir des gains déjà rapidement. Là. C'est arrivé par le passé où il y a un client on lui a dit Crime, tu perds de l'argent là en ce moment même. Puis Crime, ils ont pu résoudre leurs problèmes sans même qu'on ait fini le projet ou qu'on ait livré quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. C'était qu'avec l'analyse des données qu'on est arrivé avec des insights précis en disant OK, mais là, je me souviens de ton exemple en tête. Là. C'est une industrie qui utilisait de l'énergie pour déplacer des véhicules. Puis finalement, on a juste dit si vous modifiez telle partie, c'était complètement mécanique, modifiez cette partie mécanique-là. Puis finalement, il sauvait des milliers de dollars par semaine. Exact. Ça justifiait le projet qu'on est en train de faire grâce aux gains satellites qu'on a fait. Oui, exactement. L'avancement du projet va se passer comment? Dans le sens que là, l'IA, ça peut être long avant d'avoir un résultat. Tu le dis, on fait de l'analyse. À un moment donné, on va se mettre à développer des modèles, on va avoir des résultats préliminaires. Mais comment on fait pour garder le client à jour, up-to-date, puis travailler en collaboration avec lui? Exact. Déjà, le développement d'un algorithme d'IA, c'est un travail d'équipe où on a un expert IA qui, lui, est expert dans l'intelligence artificielle, puis on a un expert du côté client qui, lui, est expert dans son domaine. Les gens vont travailler ensemble pour bien comprendre le domaine d'affaires, pouvoir à plus développer, entraîner de la bonne manière notre algorithme, choisir les bons algorithmes. Puis, fait que ce travail-là, il se fait vraiment ensemble. Après, on fonctionne en sprint, on fonctionne en sprint lors de notre développement, ce qui fait qu'à chaque 3 semaines, dépendamment 2 ou 3 semaines, on va rencontrer le client pour lui montrer voici ce qu'on a fait, voici où on est rendu, voici les bloquants, voici les wins qu'on a. Ce qui permet au client, au gestionnaire de rester dans la loupe, puis 2, qu'on reste en communication constante avec leur expert de leur côté pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Puis, est-ce que souvent on est capable d'avoir, tantôt on parlait des KPI, on veut faire une mesure, est-ce que c'est une mesure qu'on peut avoir à tous les sprints, à toutes les démos, à toutes les 3 semaines, justement d'arriver avec cette information-là pour le client? Exact. En fait, on va toujours arriver au client avec voici où l'algorithme est rendu, puis le premier objectif, c'est de battre la situation actuelle, puis après ça, c'est d'atteindre notre objectif de gain en pourcentage. Fait qu'on va arriver, on va montrer au client en ce moment l'algorithme est
X% meilleur que l'être humain. On va aller chercher jusqu'à X%, fait qu'on continue à avancer. Puis à chaque fois, on va voir au début un gain exponentiel qui, à un moment donné, va finir par ralentir. Puis là, au moment où la courbe commence à ralentir, c'est là où est-ce qu'on finit par dire on a assez investi, notre ROI est bon. Puis là, ça commence à coûter de plus en plus cher par pourcentage de plus d'investissement qu'on veut, d'efficacité qu'on va aller chercher. Donc là, on commence à ralentir puis à dire OK, parfait, ce projet-là est une réussite, on peut le mettre en production puis arrêter de développer. Est-ce qu'un projet d'IA, ça se termine dans le sens, qu'est-ce qui arrive à la fin du projet? Ouais. Un projet, c'est comme une œuvre d'art, là, ça se termine pas, ça s'abandonne. Un jour, on arrête de travailler dessus. Parce que on pourrait viser d'aller chercher 100% d'efficacité, mais chaque pourcentage, plus on augmente, plus il est difficile à aller chercher. Fait qu'un jour, ce qu'il faut faire, c'est, au début, on a seté des ROI, des KPI. Une fois qu'on a atteint ou dépassé le KPI objectif, à un moment donné, il faut prendre la décision. Notre projet est fiable, il y a assez de gains. Maintenant, on arrête de développer. Puis là, on va le mettre en production. Bien entendu, après ça, on va transférer en fait le code au client. Puis après ça, le client va être en mesure lui-même de maintenir son code. Il va être propriétaire et de l'algorithme, des données utilisées et des données qui sont produites par cet algorithme-là. Est-ce que... Puis quel genre de support ou à la toute fin il peut s'attendre de nous? Parce que souvent, nous, on a les experts. Le client n'a pas nécessairement les experts à l'interne. C'est sûr qu'une fois qu'on passe le projet, c'est pas merci, bonsoir, on ferme les portes, les lumières sont fermées. Là. On va toujours accompagner le client au début lors d'une mise en production. On va aller sur place, on va regarder comment ça fonctionne, on va s'assurer que ça réagit de la bonne manière. Puis au fur et à mesure que les temps vont passer, on va venir de moins en moins souvent. Puis on va toujours former puis rendre autonome le client pour que lui, après, puisse comprendre et gérer son algorithme. À la fin, les clients n'ont plus besoin de nous. Là, ils savent, ils voient que ça fonctionne bien. Ils peuvent eux-mêmes réentraîner leur algorithme s'ils ont besoin de le réentraîner. Donc, le but, c'est vraiment de tranquillement passer le flambeau au client puis que le client soit autonome et expert pour son algorithme à lui. Depuis tantôt, on parle du client. Des clients, il y en a partout, dans plusieurs secteurs. Quel genre de secteur on va aller travailler? Parce que souvent, Vauban, on est très pro dans le manufacturier. On fait beaucoup d'autres types de secteurs. C'est quoi les projets que tu as le plus vu dans notre... Moi, j'ai vu du manufacturier, j'ai vu du débardage de bateaux, j'ai vu des locations, des compagnies de services, des compagnies de restaurants, des compagnies de design, de construction. On est quand même assez diversifié parce que l'IA, c'est pas propre à un domaine. Tous les domaines gagnent à utiliser l'IA. Puis il y a des algorithmes plus populaires d'un côté ou de l'autre, mais il y a des algorithmes qui peuvent satisfaire tous les besoins de toute industrie là, en ce moment. Fait que l'IA peut nous aider dans différents secteurs avec différents clients, différents projets. C'est quoi les pitfalls, les erreurs les plus communes dans les projets d'IA? Ce qu'on sait qu'on pourrait se planter. Là. Déjà, l'IA, il faut des données. Donc, c'est ça. Là, quand on commence avec une preuve de concept, c'est important. Parce qu'un des premiers pitfalls, c'est de commencer un projet où on n'a pas de données. C'est difficile. Là. On ne peut pas faire grand-chose déjà pour entraîner notre algorithme. Il y a des algorithmes qui fonctionnent sans données. Là, on parlait de la recherche opérationnelle. Ouais. Ça, on peut commencer tout de suite et dès demain si on est capable de comprendre les contraintes. Mais ça, c'est la première chose. Après, là, souvent, il y en a qui vont dire « J'aimerais ça que l'IA me prédit le prix de l'acier demain. » Mais la chose... En fait, si on veut savoir si un projet d'IA est possible, là, il faut réfléchir à si j'ai 2 employés, un junior et un senior, est-ce que systématiquement ou 70% du temps, admettons, là, mon senior va toujours être meilleur que mon junior pour faire la tâche que je vais automatiser? Lorsqu'on fait ça, ça va nous dire oui, il y a une chance, ou oui, il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a des données, il y a des paramètres qui font qu'on peut les capturer puis être meilleur puis battre une autre personne. Donc, l'IA peut battre l'être humain à cet endroit-là. Si on dit, je mets 2 employés un à côté de l'autre, peu importe leur expérience, on ne sait pas qui va être meilleur, puis on aimerait ça que l'IA le découvre, là, c'est là où s'il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce que si l'être humain n'est pas capable lui-même d'avoir un feeling d'être un peu meilleur qu'un autre, là, il y a de forts risques que l'IA non plus ne soit pas capable, puis qu'en le fond, ce processus-là soit géré plus par le hasard que par des comportements prédictifs. Fait que dans le fond, la règle, c'est si l'humain est capable, l'IA va être capable. Exactement. Si l'humain regarde quelque chose, capable de voir un défaut, l'IA va être capable. Si l'humain est capable d'être plus efficace qu'un autre à faire un processus ou à gérer une machine,
l'IA va être capable de battre cet être humain-là aussi. Mais si on dit je veux prédire, comme je disais, le mieux c'est prédire le prix de l'acier, il n'y a pas un humain qui est capable de faire ça, c'est de la chance. Ouais, c'est ça. S'il était capable, il serait riche. Je ne travaillerais pas pour vous, man. Exactement. Parce qu'on pourrait prédire le prix de la bourse, puis on aurait d'autres problèmes. Exactement. Mais alors là, ça, c'est un autre de pitfall. Là, moi, j'appelle ça souvent le comportement où la magie noire. L'IA, c'est pas de la magie noire. L'IA, ça va prédire des comportements qui sont prédictibles. Ça va observer des choses qu'on est capable d'observer ou qu'on peut pas observer parce qu'on n'a pas des yeux assez précis, mais on serait capable avec un zoom ou quoi que ce soit, on s'entend? Ouais. L'IA, ça va être capable d'optimiser des processus que des êtres humains optimisent déjà, mais l'IA, ça peut pas prédire des choses. Ça peut pas prédire ce que demain je vais faire dans la journée. Là, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Je parle du point de vue humain. Là. As-tu rencontré de la résistance quand on a déployé des projets d'IA ou qu'on amène les idées? Il y a je pense qu'il y a vraiment un spectre avec les deux opposés qui existent en entreprise. Premièrement, il y a la personne qui a des attentes démesurées des fois, là, de dire là, la première livraison qu'on va faire de notre algorithme, on va pouvoir automatiser puis il n'y aura plus un être humain qui va toucher à ce processus-là. Mais le développement, c'est un processus itératif. Donc, la première livraison, parce qu'on veut quand même livrer rapidement en production pour voir des vraies données puis travailler notre algorithme. Puis avoir un ROI qui est un retour sur notre investissement rapidement. Là. Exactement. Mais après, lorsque l'algorithme va prédire, admettons, des ventes 35% en plus qu'un être humain, on n'est pas à 100% de prédiction, mais on a une énorme augmentation de notre ROI. Ouais. Ce qui fait que l'être humain doit quand même encore regarder puis pouvoir toucher, va devoir prendre des décisions. Fait que tu as ces personnes-là qui ont cette attente démesurée-là. Puis de l'autre côté, tu as l'inverse, tu as les gens qui font pas confiance à l'IA, puis qui ont un peu peur. Puis là, des fois, on va arriver avec, puis il y a souvent ce point de rupture-là qui arrive dans un projet où l'IA est rendue tellement plus précise que l'être humain que tout d'un coup, les décisions qu'elle prend semblent contre-intuitives par rapport aux décisions qu'on aurait prises. Mais c'est pas parce qu'elle se trompe, c'est parce que c'est les meilleures décisions puis qu'elle prend en considération des paramètres qu'on n'est pas capable de prendre en considération. Puis là, dans ce cas-là, les gens qui ont peur, des fois, ils vont dire « Oui, mais moi, je l'aurais pas fait de même. Fait qu'arrange-toi pour que l'IA fasse ce que je faisais. » Puis là, on est en train de perdre le gain d'optimisation parce qu'on veut refaire puis répéter ce que l'être humain faisait parce qu'on a peur de faire confiance à l'IA. Alors que des fois, c'est pourtant le bon choix à faire. Oui, clairement, on peut le voir. Je sais que tu joues souvent aux échecs. Les modèles d'IA, justement, les modèles qu'ils ont fait avec pour battre n'importe quel humain se fait battre aux échecs. Tu vois que les mouvements choisis prennent des stratégies qu'aucun humain fait. Là. Exactement. Puis souvent même, ils vont te dire le move que tu as fait là n'est pas bon, mais là, parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne prend pas des bonnes décisions, finalement, c'était un bon déplacement. Là, mais c'est toutes des décisions contre-intuitives des fois. Puis c'est quand on arrive là, qu'on a ce point de rupture-là où on va chercher un gain là, énorme de productivité et d'efficacité dans nos compagnies. Oui, clairement. As-tu déjà rencontré d'autres types de résistance au-delà juste une fois que le projet est fait, on sait que visiblement le projet il est bon, il va être meilleur que les humains qui travaillent là. Est-ce qu'on peut en rencontrer encore des résistances avec les employés? Après, il y a la classique résistance au changement. Donc, l'algorithme est là, il est bon, mais les gens ne l'utilisent pas. Comme un peu en ce moment, je vais prendre l'exemple, en ce moment, il y a des gens qui n'utilisent pas ChatGPT. C'est gratuit, c'est sur Internet, ça l'écrit tes emails, ça fait des comptes rendus, ça l'écrit des textes mieux que toi. Puis il y a des gens qui ne l'utilisent encore pas de nos jours. T'sais. Ben, si les gens ne l'utilisent pas, on ne va pas chercher notre gain. Là. Donc, il y a ce qu'on appelle un travail de gestion du changement à faire. Ça, c'est un travail assez important, puis souvent qui est négligé au début par les gens qui veulent implanter l'IA, mais de commencer à sensibiliser les employés sur comment on va utiliser l'IA, pourquoi on veut utiliser l'IA, à quel point elle est efficace, de les impliquer même des fois dans le processus de développement pour qu'ils se familiarisent puis qu'ils se sécurisent face à cette technologie-là. Ça permet après ça de pouvoir utiliser l'algorithme et d'aller chercher des gains. Je ne sais pas si tu pourrais donner un exemple concret d'un projet qui a été une réussite. Justement, on a fait toutes les étapes. Je te lance peut-être sur Patate Dolbec. On en a parlé beaucoup, qui était vraiment le tri des patates. Ce que je trouvais intéressant avec ce projet-là, justement, c'est qu'on l'a fait du début jusqu'à la fin. On l'a implémenté. Ça a été une réussite. Ils ont rentré dans leur ROI. Puis là, ça nous a emmené à un nouveau projet. Est-ce que c'est une avenue qui est courant avec nos clients? Ben, en fait, c'est justement une fois que tu goûtes à l'IA, puis que tu vois le ROI, puis à quel point ça va te générer des gains monétaires,
c'est dur de s'en passer, là, en quelque sorte. Ouais. C'est toujours la même chose. L'IA, si on attaque des endroits où on fait de l'argent ou des endroits où on perd beaucoup d'argent, des gains puis d'efficacité de 15, 20, 25%, c'est pas des gains qui sont... c'est conservateur comme estimé. Là. On a des projets justement avec Patates Delbecq, on est allé chercher des pourcentages d'efficacité là, au niveau des rejets des patates là, démesurément élevés par rapport au système existant. Là. Donc, même chose pour notre prédiction des ventes où on a battu l'être humain de 35%. Puis c'était pas un projet qui coûtait cher, ça n'a pas été complexe à faire 35%, mais c'était suffisant pour rentrer dans notre argent. Puis on a réussi à le développer. Là. Donc, une fois qu'on s'attaque à un endroit où il y a beaucoup d'argent en jeu, puis qu'on va chercher 35% de gains, on libère énormément d'argent, puis là, on se dit, crime, c'est où le prochain endroit où je perds beaucoup d'argent, où je fais beaucoup d'argent, que je peux aller encore plus améliorer. On prend les gains du premier projet, puis on les investit dans le deuxième pour continuer à être compétitif sur le marché. En début de podcast, je parlais un peu, est-ce que les gens sont en retard, dans le fond? Est-ce qu'il est trop tard pour investir en IA? Puis tu as dit, il est jamais trop tard. D'après toi, c'est quoi de quoi le marché a de l'air en ce moment? C'est quoi le pourcentage de gens qui ont déjà embarqué? Puis qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail? Ça, c'est ce qui me déçoit un peu du marché québécois, même canadien, là, en quelque sorte. Là. Au Québec, si on parle juste au Québec, en ce moment, on est un des pays par tête d'habitant qui produit le plus d'experts en IA. C'est que là, des experts mondiaux qui parlent français, qui viennent, qui comprennent notre marché. En ce moment, il y en a une pléiade au Québec. Mais après, lorsque vient le temps d'aller appliquer l'IA dans les entreprises, on est le pays qui le fait le moins. Donc, il y a vraiment une disparité entre la ressource naturelle, là, les cerveaux qu'on développe, puis après, ces cerveaux-là s'en vont aux États-Unis puis en Europe, alors qu'on on a financé avec notre système d'éducation, puis on pourrait en profiter. Donc, je dirais qu'en ce moment, au Québec, on est assez en retard par rapport aux autres, puis on a une crainte qui n'est pas nécessairement valable face à c'est difficile à implanter de l'intelligence artificielle ou je ne suis pas prêt à implanter de l'intelligence artificielle. Il faut faire le pas rapidement. Là. Puis en plus, je pense qu'il y a plusieurs programmes de subvention là, de ce que je comprends qui vient justement aider les entreprises à le faire maintenant, cette transformation-là. On a plusieurs programmes de subvention qui fonctionnent en ce moment. Chez Vauban, en plus, nous, on a des gens qui sont experts pour aller faire écrire les demandes à la place du client, s'assurer que le projet soit accepté. Donc, en ce moment, il y a de l'argent. Le gouvernement veut financer parce que c'est une problématique de dire qu'on perd nos experts. Là. Donc, on veut les garder. Puis ça, tous les paliers du gouvernement sont d'accord avec cette problématique-là. Donc, de l'argent en ce moment, il y en a, suffit d'aller la chercher. Là. Excellent. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour de piste. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments qui te venaient en tête que tu aimerais rajouter. Je veux quand même revenir. Un des éléments qui me vient en tête souvent, puis je l'entends lorsque j'en parle à certains clients, des fois, il y en a qui disent « je préfère attendre puis voir les autres l'implanter, l'IA, avant, juste pour me sécuriser. » Un peu comme on faisait dans le temps avec des robots ou avec peu importe les nouvelles technologies qui arrivent. La différence maintenant avec l'intelligence artificielle, contrairement à avant où attendre, ça pouvait être bénéfique parce que la technologie s'améliorait, puis là, hop, on pouvait aller installer un robot un peu plus performant, puis on sait que ça fonctionne. C'est que l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui s'entraînent, puis plus on les a longtemps, plus on est capable d'avoir de la donnée, plus ils vont être performants. Chaque année qu'on attend, puis que mon compétiteur, lui, a déjà de l'intelligence artificielle, c'est une année de retard que tu prends. C'est une année de retard que tu prends par rapport à ton compétiteur. C'est une année de moins d'entraînement que tu as par rapport à lui. Puis ça, c'est pas une année que tu peux rattraper plus tard. C'est pas un retard qui est rattrapable. Là. Puis souvent, je le fais à la rigolade. Là. On parle justement d'une prédiction des ventes. Puis là, les clients vont me dire « Ah, est-ce que ta prédiction a prédit la COVID? » La réponse, c'est « On n'a pas prédit la COVID. » Non, parce que c'était pas un événement prédictible. Mais maintenant, mon client, il a des données entraînées sur ce qui s'est passé pendant la COVID. Fait que la prochaine crise, on va être mieux placé puis mieux positionné pour y répondre puis prédire. Tandis que le client à côté qui n'a pas son algorithme, il ne peut pas avoir ça. Fait que la conclusion du podcast, c'est il faut que ça se passe maintenant. Là. Exact, ça se passe maintenant. Commencez à réfléchir où sont vos problèmes. Puis une fois, après ça, on va voir, c'est sûr qu'il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui peut en régler au moins un. Clairement. Donc, on vous invite à venir nous voir. Dans le fond, comme on disait tantôt, il y a plusieurs experts. Dans l'équipe d'IA, on n'est pas loin de 25.
Exact, la plus grosse équipe au Canada, je pense. Ouais. Puis je sais pas combien que ça fait de PhD. Il y en a certains qui en ont plusieurs. Fait que là, je commence à perdre le compte. Fait que c'est vraiment une équipe qui sont hyper solides. Sans compter toute notre équipe de développement, puis tous nos architectes, puis nos spécialistes. Je vais parler pour ma famille, architecte pre-sale. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a une méthodologie qui fonctionne bien, qui permet d'aider une compagnie qui n'a aucune connaissance en numérique puis qui travaille sur du papier à devenir une compagnie numérisée avec des algorithmes d'intelligence artificielle, puis qui vont être capables après ça d'être autonomes, puis même de pouvoir aller donner des conférences sur comment ils ont fait ça. Là. Yes. Donc, merci Jérôme. Ben, merci. Merci tout le monde d'avoir écouté notre podcast sur quoi? Sur est-ce qu'on peut encore innover avec un projet d'IA? Exact. Thanks. Merci tout le monde. Bye.